Bienvenue dans Sweet Papi Podcast. Nous savons tous que notre corps réagit toujours fortement aux émotions, quelles qu'elles soient, et ceci tout au long de notre vie et jusqu'à notre grand départ. Alors que ce soit des gratouilles, des chatouilles, des massages, des embrassades, des câlins, des bisous, nos proches en perte d'autonomie réclament encore plus d'attention et de contact tout en douceur lorsqu'ils se fragilisent. Et il n'y a pas que d'ailleurs, nous aussi nous en avons besoin. Bienvenue dans ce premier épisode de cette série exceptionnelle consacrée à l'accompagnement de soi et de l'autre par le toucher. Une communication sensuelle et thérapeutique exceptionnelle et vous allez voir fascinante. Notre premier invité va nous introduire ici les bienfaits de la pratique du shiatsu, qui travaille sur la connexion avec le toucher pour réguler l'anxiété et nous apporter de la sérénité. J'ai un profond respect et une admiration sincère pour mon invité d'aujourd'hui, Gaëlle Guigny, et vous allez vite comprendre pourquoi je bois ses paroles. Je sais qu'elle va rougir, sourire, peut-être même me pincer, mais je veux lui dire combien ses paroles et son enseignement me sont chers dans ma démarche actuelle de Sweet Papi Podcast, où il est crucial de trouver des moyens pour aider les personnes à se sentir vraiment écoutées et prises en compte dans leur globalité. Alors je laisse la place à notre interview. Et si vous connaissez des personnes qui pourraient bénéficier de cette superbe discussion que nous avons, n'hésitez pas à partager cet épisode avec eux. Ce que vous allez entendre, je vous promets, c'est une première pépite. Et si vous voulez en savoir plus, nous réalisons ensemble une conférence aidante en visio le mardi 16 mai à 19h. Vous pourrez également l'écouter, bien entendu, en replay en m'envoyant un mail à sweetpapipodcast@gmail.com. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. Et la vocation de Sweet Papi Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Nous vous parlons de toutes les ressources positives, les solutions alternatives et les approches actuelles. Et nous avons à cœur de vous les transmettre pour vous soutenir et vous aider dès à présent. Alors ma chère Gaëlle, sois la bienvenue dans mon podcast. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui en ta qualité d'experte et surtout dans ce cas aujourd'hui de praticienne de shiatsu pour nous aider à orchestrer le quotidien de nos aînés. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux avoir la gentillesse de te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Merci Anne, moi aussi c'est un plaisir de partager ce moment avec toi et merci de m'inviter pour discuter de cette pratique magnifique et le shiatsu qui consiste vraiment à écouter le corps qui parle. Donc en fait moi je m'appelle Gaëlle Guigny, j'ai 53 ans. Et je suis entre la Bretagne et Paris puisque je renoue avec mes racines bretonnes. Et donc comme tu le disais, je suis praticienne de shiatsu. J'ai plusieurs casquettes, mais c'est vrai que j'ai développé ces dernières années un accompagnement global en fait pour les personnes qui traversent une épreuve de vie, des crises de vie comme le burn-out, la dépression, comme l'épuisement physique et psychique des aidants, ou des parents qui peuvent être sursollicités. Et puis, je suis en particulier spécialisée dans l'accompagnement du deuil et du deuil périnatal. Et donc, du coup, j'ai développé, avec la base du shiatsu, des soins différents, mais qui sont complémentaires et qui permettent d'accompagner par le corps, la parole et la créativité les personnes qui en ont besoin et de leur offrir, en fait, un sas de décompression et vraiment un endroit où elles peuvent déposer leurs mots MOTS, les mots MAUX aussi, et de vraiment sentir qu'elles peuvent se reposer et prendre soin d'elles. Ce qui est essentiel pour moi quand on est dans une situation d'aidant. Et on va peut-être en parler, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment être accueillante de la souffrance des personnes qui viennent me voir. Oui, parce qu'il faut bien garder en tête qu'il y a deux choses. Il y a l'aidant et il y a l'aidé. Donc, on va parler des deux parce que finalement, le shiatsu est important pour les deux. Qu'est-ce qui t'a amené à te mettre au service des autres, en fait ? Quel est ton cheminement ?
comme souvent, hein, des épreuves de vie qui font basculer un petit peu les vies. Et ça a été mon cas parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à être enceinte. Et puis, j'ai perdu un bébé en début de grossesse et ça m'a conduit aussi à faire le deuil de la maternité. Et donc, j'ai traversé 2 deuils très lourds qui n'ont pas été du tout accompagnés. Et ça m'a conduit à partir, voyager en Asie. Je me suis reconnectée très profondément à ma spiritualité et quand je suis rentrée, c'est un ami qui m'a fait découvrir le shiatsu et je me suis dit banco, je vais étudier. Donc j'ai repris les études, c'est 4 ans d'études où on étudie toute la médecine traditionnelle chinoise, l'anatomie, la physiologie, l'alimentation, etc. Les grands principes qui régissent l'univers, l'énergie, enfin. Voilà, pour moi, ça a été l'ouverture sur un univers et sur un champ des possibles complètement nouveau. Et puis aussi, parce que je venais d'un domaine très mental, très intellectuel, c'était aussi de finalement faire silence et puis d'écouter le corps de l'autre et d'être dans une relation de totale réceptivité. Et donc tout ça, ça a été un apprentissage et puis ça a été le début parce qu'on évolue et on continue de progresser jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Mais voilà, ça a été vraiment, ces 2 deuils m'ont ouvert à ces nouveaux potentiels, à des ressources nouvelles que j'avais. Et puis pendant ces études, en fait, je me suis intéressée à l'accompagnement du deuil. Et je me suis aperçue que c'était plutôt très axé sur l'expression verbale, sur le psy, et très peu sur le corps. Alors que quand on vit un deuil, mais aussi des épreuves de vie, comme peut-être le fait d'être aidant, en fait, on a des tas de maux. Il y a des répercussions psychosomatiques très importantes, de tous ordres, que ce soit des problèmes digestifs, des problèmes de respiration, des problèmes de tension musculaire, enfin, ça impacte tout le corps et toutes les sphères de l'être, avec des émotions très exacerbées qui peuvent devenir chroniques si elles ne sont pas apaisées. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une nécessité d'aider dans le cadre du deuil les personnes dans leur processus et dans leur cheminement. Et donc voilà, c'est ce qui a fait qu'au fur et à mesure, je me suis formée à l'accompagnement du deuil. Maintenant, je co-anime des groupes de parents endeuillés. Et puis, de fil en aiguille, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait certes le deuil, mais que les grosses crises de vie ou les pertes dans la vie, on les encaisse. Mais le corps est une caisse de résonance, ça s'engramme, on le sait maintenant. Et donc, travailler avec le corps, mais aussi avec toutes nos ressources créatives. Donc, je fais des ateliers sur les carnets de deuil, avec de la créativité aussi. Tout ça combiné avec un espace de parole, ça faisait qu'en fait, chaque personne se sentait prise en compte dans sa globalité. Et c'est vrai que dans l'espace médical aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ce temps-là d'écoute. Et voilà, moi, c'est ce que j'aime, c'est permettre à chaque personne de sentir que voilà, il y a quelqu'un qui peut recevoir, qui est suffisamment solide et qui a travaillé sur elle pour être ancrée et qui peut recevoir tout ce qui parfois ne se dit jamais par ailleurs, que ce soit de la honte, de la culpabilité, de la colère, etc. Moi je suis là pour accueillir et puis pour aider dans ce travail corporel et d'apaisement et pour cheminer plus, en tout cas sinon sereinement, mais en tout cas avec moins de stress, plus de confiance et de sérénité. Ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, c'est la mémoire du corps, parce qu'on pense toujours à la mémoire de notre cerveau, mais il y a la mémoire du corps à encaisser justement tout ça. Et donc l'aider comme l'aidant, les deux, ils ont besoin de récupérer, pour moi, ce qu'on appelle ce que tu m'as appris en expliquant tout ça avec toi, c'était de créer à nouveau des énergies positives. Comme beaucoup d'auditeurs, moi je suis totalement néophyte dans le shiatsu, tu as commencé un petit peu à l'expliquer, mais est-ce que tu peux nous dire comment tu utilises le toucher et qu'est-ce que ça peut nous apporter quand on a une séance de shiatsu ou quand éventuellement nous, on touche nos aidés, nos proches, nos aînés, nos aimants, enfin il y a des tas de mots pour ça. Par le toucher, tu parlais souvent d'énergie positive, de courant énergétique. Tout ça, quand on n'y connaît rien, on se dit mais comment je peux le toucher ? Je vais le faire en plusieurs parties parce que c'est vraiment très, très complet comme question.
Alors, le shiatsu, en fait, pour déjà démarrer sur la pratique, c'est un art de santé japonais. C'est vraiment reconnu dans le système de santé là-bas et qui est basé sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise qui date de plus de 3000 ans et dont on connaît principalement les méridiens d'acupuncture. Et en fait, le shiatsu, ça veut dire pression des doigts. Et en fait, ça consiste en des pressions sur sur le corps, puisque les méridiens sillonnent tout le corps, de la tête aux pieds, devant, derrière. Donc, il s'agit pour moi, une fois que j'ai pris les pouls et j'ai discuté avec la personne de ces problématiques, de faire vraiment un protocole avec donc ces pressions le long des méridiens sur des points particuliers. Parce que les méridiens, ce sont des canaux, c'est un réseau très complexe dans le corps, ce sont des canaux dans lesquels circule notre énergie vitale. Et du coup, quand il y a des blocages, eh bien en fait, l'énergie circule moins bien et on peut le sentir par des maux du ventre, par des difficultés musculaires, etc. Enfin voilà, tout est impacté. Donc ça, c'est un premier travail, mais j'y ajoute des mobilisations qui sont douces, des étirements, des frictions, tout un dispositif manuel qui vraiment permet d'adresser le problème que rencontre la personne. On a un impact, en fait, une action sur la physiologie, l'anatomie, mais aussi la pathologie. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, par le shiatsu, l'idée, c'est de retrouver un équilibre harmonieux dans les flux d'énergie qui sont perturbés. Et en fait, on remet cette énergie en mouvement. J'agis aussi sur le système nerveux en travaillant vraiment le long de la colonne vertébrale, là où il y a vraiment les racines des nerfs qui sont vraiment essentiels à travailler. Et puis, ça permet aussi de résorber les tensions du corps et de rétablir donc l'équilibre des grandes fonctions dans le corps. Donc ça, c'est déjà une énorme partie, ce qui fait que ce travail-là permet de désamorcer ou de résorber. Là, typiquement, j'étais la semaine dernière chez ma maman qui a une double fracture du côté sur le bras, coude et poignet. Elle ne peut plus rien faire. Elle était très tendue, elle a eu un choc quand elle est tombée. Et je suis arrivée, elle avait une infection du coude post-opératoire, elle avait une tendinite parce qu'elle se positionnait mal et elle avait un début de sciatique parce que toute sa structure a été déséquilibrée. Donc voilà, je l'ai massée, j'ai fait du shiatsu et c'est parti. Dans les 24 heures, elle s'est sentie beaucoup mieux. Donc déjà, voilà, on peut tout à fait par le shiatsu faire ce genre d'action. Mais comme tu le disais, sans être praticienne de shiatsu ou praticien de shiatsu, on peut, avec ces sweet papilles, avoir vraiment une action de reconnexion. Parce que quand on a une désorientation ou des privations sensorielles ou une communication qui est un peu en rupture, en fait, le toucher, il est nécessaire pour que la personne c'est presque un lieu de rencontre. Et je trouve, et le toucher bienveillant, c'est vraiment comme si c'était en fait l'intention du cœur qui touchait l'autre personne. Et c'est vrai qu'il suffit de poser des mains de façon bienveillante, avec la chaleur des mains, l'énergie des mains, on peut déjà avoir une action. Et puis ça resignifie à la personne qu'en fait, eh bien, elle existe, elle est bien là et elle existe bien. Parce que c'est vrai quand les personnes vieillissantes avec des pathologies neurodégénératives, etc., il y a une espèce d'extraction par rapport au réel de temps en temps. Et de les remettre dans un toucher, c'est vraiment un lieu de rencontre très très important. Et puis, ça réduit l'isolement, ça remet de l'affectivité. Voilà, c'est vraiment un moment pour moi de cœur à cœur et de présence à l'autre. Et donc, on peut très bien masser les trapèzes, masser le haut du cou pour dénouer des tensions. C'est vraiment important parce que quand il y a une modification comme ça de tout ce qui est comportemental, revenir dans le toucher permet aussi de se réancrer dans le réel. Donc, je crois qu'il faut vraiment dire à tous les aidants et les aidantes qu'avec leur sweet papy et avec les aînés, ne serait-ce que tenir une main en étant présent, vraiment être en conscience avec la personne,
ben, ça veut dire je suis là avec toi, je suis là pour toi, et tu existes et tu es important. Systématiquement, mon sweet papy, quand on va le voir, on a une séance de grattage de dos. Il se penche tout de suite et on lui gratte le dos, on lui fait des massages. L'autre jour, il a dit toi, tu dois revenir tous les matins à 9h me faire ça. Ah, c'est magnifique. Tu vois, donc voilà. C'est la première étape, c'est effectivement, tu parlais du toucher, c'était ça. C'était effectivement ce toucher-là. Et le deuxième, c'était les chatouilles, parce que ça le fait un peu revivre. Quand tu parles des courants énergétiques qu'il y a dans notre corps, ils sont souvent assis. Ils sont soit dans les fauteuils, soit dans des chaises, soit dans leur lit. Et donc, ils ont forcément des positions qu'ils prennent qui ne sont pas bonnes. En fait, si tu veux, c'est vrai qu'en shiatsu, c'est vraiment une pratique qui est destinée aux gens, aux êtres humains de la naissance à la fin. Parce qu'en fait, on s'adapte vraiment à la personne qui vient nous voir. Donc typiquement pour un sweet papy qui est en fauteuil, on peut faire du shiatsu en fauteuil. On s'adapte vraiment si il y a une position sur le côté qui est désagréable, on travaille différemment. En fait, il y a quelque chose de vraiment important que je voudrais dire, c'est que on a tendance, de par le contexte médical dans lequel on est, à penser que les soins de cet ordre-là, ou en tout cas le toucher, est une affaire de spécialistes. Or, moi, je suis convaincue que de par la présence, tu vois, tu l'as dit avec ton sweet papy, ça, c'est déjà extraordinaire. Parce qu'en fait, tu lui fais un bien fou. Il a cette démangeaison que personne ne lui... Donc ça veut dire qu'auparavant, il devait être sans arrêt en train de penser à cette démangeaison sans pouvoir être actif. Donc peut-être que ça générait chez lui beaucoup de frustration. Et là, c'est un espèce de... Voilà, il revit. Et c'est aussi une manière pour vous d'être en contact. De communiquer. Voilà, exactement. Ouais. Et ça, c'est énorme parce que ça participe à l'amélioration de la qualité de vie, du bien-être... et puis ça déstresse, quoi. Donc si votre aîné ne peut être touché que sur les avant-bras ou les mains, allez-y sur les avant-bras ou les mains. En général, le cou peut être accessible ou les épaules. Simplement ça. Là, mon papa, c'est pareil. C'est un ancien kinésithérapeute. Donc pour moi, c'était genre intouchable parce que il était c'était le maître. Et puis là, c'est un monsieur âgé et il a des difficultés avec une de ses épaules. Je l'ai massé avec de l'huile végétale et des huiles, un petit combo d'huile essentielle. Et ça lui a fait du bien et j'y suis allée tous les 2 jours. Et en fait, il cherche pas la performance de l'acte parfait. Il voulait juste, il avait des tensions partout et je suis allée dans des zones et il me disait mais je pensais pas que j'avais mal là non plus, tu vois. Donc allez-y, faites comme vous pouvez, mais déjà la chaleur de la main, le toucher, le fait d'être attentif aussi, c'est quelque chose qu'on a moins dans notre éducation, mais d'essayer de pas être dans la performance, mais juste dans le ressenti. Et puis là, vous allez sentir que peut-être, là où je suis, ça va, mais un peu plus bas, ça a l'air tendu. Je vais frictionner un petit peu. Et puis, bon an, mal an, il suffit de se laisser un petit peu aller, de s'autoriser surtout. Alors moi, par exemple, je suis Dantin. Qu'est-ce que tu recommandes comme soin? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme huile? Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui est un peu néophyte, au moins pour nous soulager en tant qu'aidant? Alors, à vrai dire, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes comme on dit, mais je vais répondre à ta question, mais je vais passer par un petit détour, parce qu'en fait, et je pense que tu me le confirmeras, très souvent les aidants, en fait, ils mettent leur propre bien-être et leur propre vie entre parenthèses, et que en fait, c'est l'inverse quasi qu'il faut faire, parce qu'en fait, pour être disponible pour nos aînés, et pour être en capacité d'absorber le stress, les émotions, tout ce qui est demandé physiquement, donc l'implication, pour être en mesure d'être disponible, il faut prendre soin de soi. Et donc, prendre soin de soi, il y a évidemment le soin du corps, on va y venir, mais c'est aussi se permettre des moments pour soi. Donc ça peut être essayer de ne rien faire, mais ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être faire des petits exercices respiratoires très simples, mais qui font énormément de bien, on l'oublie très souvent. Ça peut être voir des amis, faire tout ce qui peut être bienfaisant pour soi et qui permet de se défocaliser de la situation. Pour vraiment
voilà, retrouver de la sérénité, du sommeil et surtout être disponible. Donc ça, je sais que ça peut créer de la culpabilité et que c'est pas forcément simple, mais c'est vrai que c'est presque une condition sine qua non pour être en mesure sur le long terme, parce que souvent, voilà, c'est une situation qui peut durer et qui peut perdurer pour vraiment s'assurer de cette capacité à être présent, parce que sinon on tire sur la corde et puis on explose ou on implose, hein, mais en tout cas, et ça ne fait du bien à personne. Donc ça, c'est vraiment une façon aussi de créer une bonne énergie entre l'aidant et l'aidé, et les proches. Maintenant, par rapport à ce que tu me disais sur entre vous, déjà, on peut se dire que tout ce qui est respiratoire, pour moi, c'est fondamental parce que ça permet de réguler tout ce qui est émotionnel et puis tous les blocages. Et on a tendance à respirer dans le haut de la cage thoracique et d'oublier qu'en fait, la respiration essentielle, c'est dans le ventre. Et donc, tu vois, une chose toute bête, ça peut être, mais ne serait-ce que quelques minutes, plusieurs fois par jour, de mettre les mains sous le nombril ou au niveau du ventre et puis de sentir le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Alors comme ça paraît tellement bateau et pourtant c'est essentiel. Et c'est essentiel pourquoi ? Enfin pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, c'est que à partir du moment où on est dans l'observation de quelque chose, d'une sensation physique, on débranche du mental. Et donc des pensées, tu vois, de tout ce qu'il y a à faire, les to-do list, etc. Donc déjà, ça permet, c'est très apaisant. Et puis ça permet de se recentrer sur des sensations physiques, sur son schéma corporel. Après, tu peux, si tu as des tensions dans les cervicales ou des troubles du sommeil, tu peux mettre des serviettes chaudes avant de dormir ou dans la journée. Et puis tu peux te pétrir le cou aussi. Hein, tu vois, faut pas hésiter à... On a des gestes naturels. À s'automasser. Oui, voilà, exactement, à s'automasser. Toutes les fatigues, par exemple, elles peuvent être améliorées par les frictions du corps parce que on tonifie en apportant de la chaleur. Donc, tu vois, tu te frictionnes. Voilà, il y a effectivement des huiles essentielles qui permettent de détendre, comme la Gaultérie. Après, je me suis formée à l'aromathérapie médicale et scientifique, mais je sais que c'est un champ sur lequel il faut être très vigilant parce que les huiles essentielles ont des principes très actifs, puissants. Donc, il faut toujours se renseigner avant. Mais c'est vrai que la Gaultérie... pour tout ce qui est œdème, le lentisque pistachier, tu peux avoir les huiles essentielles les huiles végétales d'arnica déjà, tu vois. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent aider. Et puis, très important, prendre soin de son alimentation. Ça, on le dit tout le temps, on le fait rarement. Et puis, on a tendance peut-être à craquer pour des alimentations des aliments très transformés. Mais c'est vrai que de faire attention aux huiles, par exemple, avec des oméga 3, des oméga 6, et essayer de manger le moins transformé possible parce qu'on a vraiment oublié que nos cellules, nos petites cellules et notre corps et notre système digestif, etc., on a besoin de vrais aliments. D'aliments naturels, ouais. Qui ne sont pas transformés. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est aussi super important. C'est un des pans qui peut participer aussi à se sentir bien. Donc se faire, pourquoi pas, des jus de légumes le matin. Alors, je sais que tout ça, ça a l'air d'être moi-même, avant d'embrasser tout ce nouveau champ de connaissances et de compréhension de ce qu'est la vie en soi. J'en étais très éloignée. Puis petit à petit, j'ai intégré ces principes-là dans ma vie et c'est vrai que ça fait de grands changements. Tu as compris que c'était important pour toi et c'était important pour les autres parce que tu pouvais encore mieux les accompagner à travers tes nouveaux principes que tu as engrangés. Exactement. Tu vois, la semaine dernière, typiquement, tous les matins, je me levais tôt pour faire des jus de légumes avec mon extracteur, des jus de légumes à ma maman, notamment le jus de carotte, parce que c'est très bon pour tout ce qui est osseux, des jus de betterave. Alors après, tu mélanges avec une pomme, avec du citron, parce que c'est pour que le goût soit plus agréable. Mais voilà, il y a vraiment... Et puis, il y a le côté... je prends soin d'elle. Après, effectivement, il faut avoir du temps, il faut s'organiser. J'ai lu que des séances de shiatsu étaient faites également en soins palliatifs, parce que je voudrais revenir aussi sur pas ton métier principal, entre guillemets, mais sur ce que tu fais et que tu connais vraiment très bien.
Et je voudrais quand même qu'on en parle parce que il y a un moment ou un autre, forcément, il va y avoir un passage en soins palliatifs, ou tout du moins en fin de vie, et que ces séances de shiatsu pouvaient entraîner une réduction de la douleur, une amélioration du bien-être. Écoute, c'est un petit peu ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que en soins palliatifs, il y a des postures de corps qui sont parfois immobiles. On a du mal à toucher. C'est pas forcément facile d'accès, mais on fait avec ce qu'on peut. Alors en shiatsu, c'est vrai que on peut aussi simplement par des poncturations sur certains points d'acupuncture participer à ce qu'il y ait moins de mobilisation ou de toucher global, mais avec quelques points, on peut travailler déjà des ouvertures sur l'énergie qui peut être bloquée, etc. Et puis, en fonction des pathologies, on peut simplement travailler la main, le bras, ça peut être la tête aussi. En fait, là où ça va être différent, c'est dans la puissance qu'on peut y apporter. Parce que évidemment, on est dans la délicatesse, dans le toucher qui est juste, mais qui n'est pas forcé, évidemment. Donc on fait avec les capacités aussi de la personne à recevoir ce qu'on propose, ce toucher-là. Donc ne serait-ce qu'en touchant avec un petit peu d'insistance, la peau, ça participe à ce que je te partageais tout à l'heure, c'est-à-dire la reconnexion au schéma corporel et au fait que, certes, on est en soins palliatifs, potentiellement la mort est plus ou moins rapidement au bout du chemin, mais on a quand même une attention et on a quelqu'un qui est attentif à ce qu'on ressent. Et puis, de toute façon, tout au long de cet échange, parce que c'est un échange, on demande à la personne si ça va, comment elle se sent, etc. Donc en fait, il n'y a rien de forcé. On peut participer à ce que... Parce qu'on oublie combien le toucher et cette présence à l'autre, pour moi c'est essentiel, fait une grosse partie du travail. Parce que tu vois, quand on s'en rend compte quand on va rencontrer quelqu'un qui est potentiellement en fin de vie ou qui est très malade, ces moments d'échange avec l'autre, c'est une fenêtre sur un ailleurs, sur du rêve, sur une parole, sur notre humanité. Alors moi j'ai une question un peu plus personnelle suite à ce que tu as indiqué jusqu'à maintenant. C'est comment est-ce que tu sors de ces séances-là, toi, physiquement ? Parce que tu dois donner énormément quand même, tu dois envoyer une énergie pour la transmettre à l'autre. Donc comment tu t'en sors, toi ? Écoute, en fait, le travail, il est... Il y a des séances où je suis plus fatiguée que d'autres, mais en général, ça peut paraître paradoxal parce que c'est vrai que souvent les personnes me disent « mais vous devez être épuisée » et en fait, pas du tout. Ça me galvanise parce que on a une formation qui fait que on travaille avec l'énergie de l'autre et la sienne propre. On sait comment la travailler justement. Et puis, avant, j'ai des rituels, non pas de protection comme certains pourraient l'entendre, mais d'ancrage. Et cet ancrage-là fait qu'en fait, je suis vraiment ouverte à l'autre, mais je suis vraiment très en présence de moi-même, de ce que je peux donner, et très ouverte à être là pour l'autre. Et cette dynamique-là, en fait, fait que ça passe à travers moi, mais si tu veux, ce n'est pas moi. C'est comme si j'étais un catalyseur, mais que ça passe à travers. Et donc après, en revanche, je prends toujours, je mets de l'eau sur les mains et potentiellement je prends une douche parce que ça lave bien au niveau énergétique. Mais très souvent, quand je vois l'échange qu'il y a eu, le bienfait que ça a produit, rien que ça, pour moi, c'est ça me met en joie et ça me dynamise plus que ça m'épuise en fait. Ah, super. Alors, on va passer à une particularité que tu as où on est un petit peu toutes les deux sur le même domaine puisque nous sommes toutes les deux podcasteuses et tu fais un podcast que j'adore, très franchement. On se connaît depuis quelques mois et j'écoute chacun des épisodes avec beaucoup d'attention. Ah, merci Anne. Et donc ça s'appelle « Ainsi va la vie ». Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Parce que j'adore ton podcast. Écoute, ça me fait grand plaisir parce que c'est vrai que tu le sais aussi bien que moi, c'est que quand on est... en recherche d'invités, qu'on fait les interviews, qu'on les monte, c'est tellement de travail. Quand on a des retours, c'est ça qui prévaut surtout parce que c'est beaucoup d'implication, d'efforts et que les retours sont ce qu'il y a de plus précieux. Parce qu'on fait ça pour les gens, enfin vraiment pour ouais, les c'est aider. ça.
Écoute, moi, je l'ai lancé le 15 juin 2021. Ça a été, j'y ai pensé pendant plusieurs mois et puis j'osais pas. Et puis je me suis dit, allez, le 15 juin, le jour de mon anniversaire, je lance l'annonce et je reviendrai plus en arrière. Moi, l'idée, c'était de faire un podcast ressources pour que les personnes qui traversent un deuil, qui ont des proches qui traversent un deuil, ou qui sont intéressés par le sujet de la mort et du deuil, qui n'est pas un sujet glauque, mais au contraire, qui permet de vraiment embrasser différemment notre vision de la vie, et ben en fait puissent trouver des informations, avoir des témoignages d'invités qui donnent un autre regard, qui partagent leur expérience, et puis qui ont un trajet qui fait que le partager permet aussi de se nourrir différemment par rapport à des situations qui peuvent être difficiles. Donc chaque mois, je reçois un ou une invitée de tous horizons. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en faisant des recherches et en travaillant sur ce sujet que tous les champs de la vie, tous les secteurs de la vie, en fait, professionnels, spirituels, médical, paramédical, enfin bref, parlaient de la mort. Et que, en fait, nous, dans notre société, on n'est pas éduqués, on n'est pas à parler de la mort, on n'est pas éduqués au deuil. Et en fait, c'est absolument extraordinaire, parce que comme tu le sais, on rencontre des gens formidables qui nous partagent des histoires dingues, et puis moi, franchement, qui nous nourrissent. Et puis qui nous permettent régulièrement, je me dis, ah ouais, ça c'est chouette, d'avoir des trucs. Et dans la vie, on avance avec des petits outils qui viennent se compléter les uns les autres. Et c'est vrai que, tu vois, j'ai fait des épisodes sur le deuil périnatal, puisque c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur, sur les femmes sans enfants, sur changer notre regard sur la mort, avec des personnes qui ont eu des expériences difficiles, mais qui ont dit, mais voilà, en fait, on peut regarder différemment cette expérience de vie terrestre, et on peut aussi aller vers plus grand que soi et sortir de notre petit regard étriqué de notre petite vie qui est on est tous face à cette difficulté d'avancer dans la vie quand il y a des épreuves, qu'on est challengé, mais on peut aussi se dire, ah mais oui, c'est en fait ça je prends, tu vois, et puis chacun va prendre ce qui va résonner en lui. Donc là, il y a une 15aine d'épisodes, et à la rentrée, il y a quelques épisodes formidables aussi qui vont arriver pour la saison 3. Mais voilà, moi, ça me... je pense que quand on est podcasteuse, comme toi et moi, quand on est investi dans cette démarche, en fait, c'est galvanisant, parce que... on a ces rencontres, et puis c'est vrai qu'on rencontre peu les auditeurs et les auditrices, mais on leur fait rencontrer d'autres personnes, et nous, on rencontre ces interviewés-là. Là, j'ai fait le dernier, c'était un épisode sur les personnes isolées et sans-abri et comment se passent les funérailles. J'ai rencontré des bénévoles, l'une d'entre elles est devenue une amie. Enfin, voilà, il y a des choses extraordinaires. Ça fait boule de neige avec les gens, et puis c'est cet univers de bienveillance malgré des sujets tabous, parce qu'on a, que ça soit moi la vieillesse ou toi la mort, c'est des sujets un petit peu tabous aujourd'hui. Et pourtant, on rencontre des gens extraordinaires qui font des choses sublimes, auxquelles on ne s'attendait pas du tout, et on fait des rencontres d'humains merveilleuses, quoi. Ouais, voilà. Et je pense, tu vois, sur ces deux sujets-là, c'est, comme tu dis, la vieillesse et la mort. En fait, tout le monde veut s'en éloigner, parce qu'on est dans une société où il vaut mieux être jeune, bien portant et, si possible, riche. Et qu'en fait, le reste, en tout cas, ces deux pans de la vie-là, on le met à l'écart. Alors que quand on en a conscience, parce que pour moi, c'est vraiment ça, c'est vivre ce qu'on expérimente durant notre vie terrestre en conscience. Et donc, ça veut dire, ok, je vis ça me challenge là, je suis vraiment très mal. Mais finalement, au lieu d'être juste là-dessus, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi ? Qu'est-ce que ça me fait travailler ? Et comment je peux finalement peut-être me transformer au travers de cette expérience-là ? Et par les rencontres qu'on a, comme tu le disais, et par ces échanges et ces histoires différentes, on se rend compte qu'on est tous résilients quand même majoritairement, et qu'on a tous des ressources dingues, souvent insoupçonnées, et qu'on va chercher là pour finalement se dire, bah oui, en fait,
on refuse la mort, on refuse la vieillesse, mais c'est inexorable. Donc autant se dire qu'on peut la vivre plus joyeusement, ou en tout cas avec plus de conscience et en y mettant une énergie plus bienveillante, en se disant c'est là, nos proches, ils vieillissent. On peut peut-être aussi se dire ok, moi, si je suis là aussi, peut-être que je peux avoir un échange avec eux différent, peut-être que je peux progresser et me transformer en tant qu'humain en étant plus attentif ou en ayant des petits gestes différents, parce que j'ai entendu que finalement ça pouvait être important, que de mettre une main sur l'épaule en disant juste je suis là avec toi, ça pouvait être primordial. Voilà. Primordial, tout à fait. Ouais, c'est très important. En tout cas, mille merci pour ce podcast, parce que à chaque fois, il me repositionne. Encore 1000 fois merci, Gaëlle. C'était toujours un échange si riche. On pourrait passer des heures avec toi. J'aimerais toi bien. Aussi, hein. D'ailleurs, j'aimerais bien. En tout cas, encore bienvenue dans l'univers de Sweet Papy podcast. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. J'espère qu'on pourra retravailler sur d'autres sujets ou d'autres thématiques ensemble qui sont importantes pour nos Sweet Papy. Et surtout, renseignez-vous bien concernant le shiatsu. C'est très important. Dis-nous juste comment est-ce qu'on peut joindre quelqu'un qui pratique le shiatsu. Il y a une école, il y a un site internet où on peut aller dessus. Oui, en fait, il y a plusieurs sites. Il y a le site Shiatsu France qui recense beaucoup de shiatsushi, donc qui sont les praticiens de shiatsu en France. Il y a la Fédération française de shiatsu traditionnel aussi. Il y a l'Union française de shiatsu traditionnel. Voilà, moi j'ai un site qui s'appelle gael-guini.com et puis voilà, et après c'est vrai que de fil en aiguille, s'il y a une zone géographique où il y a peu ou pas de praticiens, on peut voir. Nous, en tout cas, dès qu'il y a quelqu'un qui demande sur une zone géographique où il y a moins de praticiens, on essaie de trouver des connexions et de faire que le maillage soit de plus en plus important pour apporter vraiment le shiatsu en prévention. Parce que ça, c'est important. Au lieu d'aller au bout de sa résistance et de craquer, de travailler en shiatsu en prévention et de permettre aux personnes de se sentir mieux. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour te dire que le shiatsu, on le pratique aussi dans les hôpitaux, on le pratique dans différents cercles professionnels, dans les entreprises. Il se pratique, comme je te l'ai dit, assis ou couché. Donc voilà, en fait, c'est vraiment une façon très simple et très accessible de recevoir un soin magnifique. Magnifique. Je te remercie 1000 fois et puis à très bientôt. Merci Anne, merci beaucoup pour ta confiance et à très bientôt. Aidants, aidés, humains que nous sommes, nous cherchons tous des solutions pour apaiser notre stress, nos souffrances, trouver un sens à notre chemin de vie. Alors j'espère que cet épisode vous a apporté des réponses, vous a permis de mieux comprendre comment travailler avec votre corps et vos ressources créatives pour faire face aussi à tous ces moments difficiles. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode, une deuxième pépite. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de ceux qui en ont besoin. On se retrouve très bientôt.